Pour synthétiser, pour résumer ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon sur son blog, William T, c'est que Emmanuel Macron est d'extrême droite. Je le comprends comme ça. Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon est en fin de carrière politique. Il fait tout pour faire parler de lui. Voilà, il ose des déclarations les plus absurdes les unes que les autres. Je pense qu'il n'a pas compris le message que lui ont envoyé les Français. À plusieurs reprises, les Français lui ont dit « on ne veut pas de toi ». Et il essaye de revenir par la fenêtre. C'est un peu papy fait de la résistance, il essaye de revenir à chacun des instants. Et malgré tout, les Français l'envoient à la retraite à chaque élection. Et à chaque élection, il nous dit il y aura un 3e tour, un 4e tour, un 5e tour, un 6e tour, un 7e tour. C'est un peu le mauvais perdant au Monopoly qui dit que si par cas il perd, c'est parce que quelqu'un a triché, a piqué l'argent de la banque. Et pour lui, le tricheur en l'occurrence, c'est Emmanuel Macron qui est le problème de tous les maux. Quand il dit que la France a un problème avec la police, et comme De Gaulle avait un problème avec l'armée, moi je pense que la France a un problème avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu une sorte de cancer, c'est notre cancer du XXIe siècle. Il est un peu responsable de tous les maux que traverse la société française. La France a traversé des problèmes de fiscalité, de socialisme. Jean-Luc Mélenchon est l'incarnation de système qui a augmenté les dépenses publiques et la fiscalité au détriment des classes moyennes et des classes populaires françaises. Il est l'incarnation de la gauche qui a abandonné le peuple pour tomber amoureux des démocraties, ce qu'il a entre guillemets démocratie, mais les régimes révolutionnaires. C'est celui un peu qui a sacrifié la gauche, qui a sacrifié la France, et malgré tout, il est encore là, je pense, pour très peu de temps, parce que normalement, si par cas on est dans un pays normal qui était dirigé par la police, il serait en prison au regard de ses déclarations, au regard de ses appels à la sédition et ses appels à la révolte. Ouais, Moi, je l'exclurais pas. Je l'exclurais pas, malheureusement, parce que les gens de gauche ont une capacité d'union incroyable. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les électeurs de droite ou les chefs de droite, de toute façon, c'est ce qu'on appelle la droite la plus bête du monde, et ils sont capables de se taper dessus, même si par cas, ils ont une opportunité de victoire. À gauche, c'est pas du tout pareil. Ils sont capables d'effacer toutes leurs différences en vue d'avoir un poste. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'union en vue des élections européennes ? C'est uniquement parce qu'ils gagnent plus de postes en étant séparés qu'en partant ensemble. Parce que ces arnaques des élections européennes, c'est comme c'est un scrutin proportionnel de liste. Si par cas ils partaient alliés, ils auraient environ entre 20 et 25 sièges. S'ils partent séparés, ils peuvent en avoir entre 30 et 35. Donc par conséquent, comme il y a plus de postes, ils peuvent continuer à partir séparés et ils peuvent ensuite après revenir en commun. Le point essentiel de la gauche, c'est est-ce qu'elle peut gagner avec Mélenchon ou est-ce que Mélenchon est un boulet ou pas pour la gauche ? Moi, ce que je vois, c'est que depuis que Mélenchon a pris les rênes de la gauche n'arrête pas de perdre en intention de vote et n'a pas de s'éloigner du cœur électoral des Français. C'est ce que vous avez rappelé. C'est-à-dire que les déclarations de Mélenchon, en fait, c'est lui qui est dans la normalité. Les gens normaux ne veulent pas de Mélenchon. C'est les gens anormaux qui votent Jean-Luc Mélenchon, qui se disent que Jean-Luc Mélenchon apporte du bien au pays. Et lorsque vous êtes un gens normal, vous ne voulez pas vous dire que Jean-Luc Mélenchon veut vous représenter. C'est ça le drame de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, mais en son caisse d'urgence ou une situation en tout cas qui pourrait accélérer les choses, parce qu'on a l'impression que les commerçants justement sont laissés à l'abandon, pour certains. Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes qui perdent en France. C'est toujours les mêmes qui doivent payer des impôts, c'est toujours les mêmes qui sont victimes des violences urbaines, c'est toujours les mêmes en fait qui bénéficient pas de la puissance publique, de l'État et des dépenses publiques, mais qui doivent au contraire les contribuer et financer. Parce que si vous créez un fonds d'urgence pour les commerçants, qui va alimenter ce fonds d'urgence ? Ça va être à peu près les mêmes. Ça va être le tiers-État, c'est-à-dire la classe moyenne, qui n'est pas assez riche pour pouvoir échapper à l'impôt, qui n'est pas assez pauvre pour échapper à l'impôt, et qui n'est pas assez riche pour faire de l'optimisation fiscale. Donc eux vont payer. Et donc du coup, ce que vous demandez à payer aux commerçants, ça va être les travailleurs et les salariés du secteur privé qui vont devoir contribuer à cette caisse. Évidemment, le mieux ce serait de pouvoir créer une caisse et de se dire il y a un argent magique qui viendrait de nulle part. Le seul moyen qui est possible et le seul principe qui serait juste mais qui n'est applicable, c'est en fait que ce soit les casseurs qui payent le prix de leurs dégâts. C'est ça, normalement, si on serait véritablement dans un État qui serait juste. Alors, la difficulté qu'on a dessus, c'est que ces personnes-là, souvent, sont insolvables. Et on ne pourra pas recouvrer tous les montants qu'ils ont piqués et qu'ils ont volés. Mais si par cas, vous demandez aux commerçants et vous soutenez les commerçants par la classe moyenne, vous aurez un autre problème, c'est que le pouvoir d'achat, dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, des classes moyennes va être trop affaibli pour pouvoir alimenter cette caisse. Mais il y a même une quatrième peine, parce que de toute façon, leurs impôts vont augmenter pour financer un éventuel plan banlieue que va annoncer Emmanuel Macron et son gouvernement, qui vont devoir, comme à chaque fois, accompagner la casse par des mesures sociales. Parce que lorsque Ludovic Toro parlait des différentes grèves que nous avons eues, qu'est-ce qui s'est passé ? Gilets jaunes, des personnes sont venues casser l'Arc de Triomphe, Macron a débloqué 10 milliards. Des gens ont venu faire grève SNCF, ils ont obtenu une augmentation. En France, le souci, c'est que vous avez un système qui est déséquilibré. Ceux qui se comportent mal sont récompensés en récupérant des augmentations, des compensations et de l'argent supplémentaire. Ceux qui se comportent bien, eux, sont punis en recevant la facture in fine avec soit des impôts, soit une facture à l'assurance, soit leur vitre brisée. Et je pense que c'est ça le véritable mal français qu'on doit répondre. Dernière thématique de notre émission, ces migrants, en tout cas, de pouvoir les contrôler, de contrôler le flux, William T. De toute façon, on a adopté la pire des politiques, c'est-à-dire que
Ceux qui doivent assumer les contrôles de flux migratoires sont les pays les plus pauvres d'Europe. Ce sont tous les pays du Sud qui n'ont pas les moyens eux-mêmes d'assurer leur propre défense et leur propre sécurité. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est l'Italie, c'est la Grèce qui eux-mêmes n'ont pas d'argent pour leur propre population et on leur demande de garder les frontières. Mais ça, c'est pas la première aberration du système européen. La deuxième, c'est la question de la stratégie de la politique migratoire. Les personnes qui viennent, et ça a été montré dans votre témoignage, sont ceux qui n'ont pas de qualification. Or, en France et dans toute l'Europe, on a un problème des métiers. On a déjà trop de chômeurs pour les emplois dits sous-qualifiés. Ça veut dire qu'on fait venir des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas s'intégrer économiquement, socialement et culturellement en Europe et en France. C'est pas la seule aberration. Il y en a une troisième, c'est que le système qu'on a mis en place, Dublin 2, fait en sorte de faire porter la charge du poids de l'immigration sur les pays dits qui reçoivent les migrations en premier. Donc l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Or, ceux qui imposent une ligne migratoire auxquels on dit qu'il faut que les gens viennent, comme l'Allemagne, etc., n'ont pas à payer les coûts. Donc on est un système complètement aberrant ou auquel on organise un système pour faire en sorte que ça craque. Et évidemment, il ne faut pas s'étonner ensuite après que les gens votent extrême droite. C'est normal que les gens en Espagne votent beaucoup plus à droite. C'est normal qu'en Italie, on ait une première ministre qui soit cataloguée dans ce style-là. Et c'est pareil dans tous les autres pays. Si par cas on veut continuer comme ça, tout va bien. Moi, je pense qu'il faut complètement changer à la fois la politique européenne et la politique française. Pour changer la politique européenne, il faut adopter un principe qui est clair. Quelle stratégie migratoire nous voulons et quelle politique nous voulons? Moi, je pense qu'il faut gagner la guerre des cerveaux. C'est-à-dire que nous, il faut faire venir des gens qui apportent pour faire un nivellement par le haut. Une question, faire venir des scientifiques, des ingénieurs, parce qu'on a du travail pour eux. Les autres personnes, on leur dit, ne venez pas en France, ne venez pas en Europe. De toute façon, vous allez être malheureux, restez plutôt chez vous et on va vous aider dans le co-développement à vous développer chez vous. C'est un problème.